Donc, la concurrence nuit aux marges et aux capacités d'investissement. Monsieur Montebourg est un parfait représentant de l'école française qui veut que l'on favorise toujours la production au détriment de la consommation. C'est-à-dire que monsieur... Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire une chose toute simple, si vous voulez, c'est que le but de l'économie, c'est que les gens consomment. Et donc, pour qu'ils consomment, il faut que le prix des produits qu'ils achètent baisse. Donc, la baisse du coût des opérations dont vous faites état, ça veut simplement dire que les gens ont plus d'argent à dépenser ailleurs. Et s'ils ont plus d'argent à dépenser ailleurs, ils peuvent aller plus au restaurant, ils peuvent aller faire plus de choses avec. Donc c'est une imbécilité considérable. Monsieur Montebourg est un juriste, il peut pas reconnaître probablement un téléphone d'une machine à laver, et il est complètement incapable de prendre une décision sur des sujets aussi importants que ça. Je ne connais pas d'autres pays au monde où il y a un ministre qui s'occupe de ce genre de truc, de savoir combien d'opérateurs il doit y en avoir. Ça n'existe pas. Sa logique est de dire que peut-être... C'est la Corée du Nord. Peut-être qu'on libère de la consommation, mais en libérant de la consommation, on plombe les marges des opérateurs et du coup, ils n'ont pas l'argent pour développer les réseaux au débit. Les gens qui ont des restaurants feront des investissements. Qu'est-ce qui prouve que les investissements dans le numérique est meilleur que les investissements dans le cash? Il y a un bon et un mauvais investissement. En tout cas, vous avez... Donc il est capable de repérer les bons investissements contre les mauvais investissements. De nouvelles technologies arrivent, de nouvelles innovations arrivent. Et c'est comme ça. À ce propos, d'ailleurs, à ce propos, je rentre de Suède. En Suède, si vous voulez, plus personne n'utilise les réseaux payants pour peu que vous ayez accès à un réseau, un réseau Wi-Fi. Réseau Wi-Fi. Donc vous avez des systèmes comme Viper, comme Skype, etc. Et donc, Monsieur Montebourg semble croire qu'il ne va pas y avoir de changement technologique dans les 5 ans qui viennent et que les investissements qu'il va faire, qui seront énormes, ils seront peut-être complètement obsolètes la semaine d'après. Je n'en sais rien, puisque monsieur vient de dire, il a parfaitement raison, qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans la technologie dans les 3 ans qui viennent. L'idée que l'État puisse réguler la technologie me fait hurler de rire. Ça, j'admets que il y a un petit problème. Ça me fait hurler de rire. C'est Charles Gave, comment vous regardez le petit théâtre des 3%? On le vit régulièrement, on a eu 2 délais déjà, on s'apprête peut-être à essayer de pas en avoir un 3e en jouant sur des curseurs comme sur une table de mixage. Écoutez, tout ça, c'est de la politique sans aucun intérêt. Non, il y a attendez, 2 choses qui m'intéressent. C'est la crédibilité du pays, sa solvabilité, tout le tralala derrière. Vous me dites, tout le monde parle du déficit. Si je regarde l'augmentation de la dette chaque année et que je la compare au déficit, à peu près chaque année, j'ai un delta de 10 à 12 milliards que je ne m'explique pas. C'est-à-dire que la dette augmente de 10, 15, 20 milliards de plus que le déficit annoncé, alors que normalement, le déficit, c'est la somme des dettes passées. Donc, on réussit à faire passer en dehors du radar le tiers du déficit. Disons qu'il y a le déficit de la CADES, qui effectivement vient alourdir. C'est financé par l'État. Je vois par exemple que la Banque de France est en train de financer toutes les déficits de la sécurité sociale. Elle achète les effets, elle finance à fonds perdu, elle est en train de financer. Donc exactement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Banque de France a le droit d'acheter des effets émis par les caisses de sécurité sociale, toutes ces caisses qui appartiennent à l'État? Est-ce que c'est pas un financement du déficit par la Banque de France? Est-ce que la Banque de France a le droit d'émettre des euros? C'est ce qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce qui se passe exactement dans les masses monétaires? Christian Parizeau, c'est l'eurosystème, ce que décrit Charles Gave. C'est en fait la CADES. Normalement, la seule qui avait le droit d'acheter des effets, c'était la BCE. Il semble que les banques centrales locales, maintenant, aient le droit d'acheter des effets émis par les États locaux, ce qui est une rupture totale du pacte de départ. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer exactement dans la masse monétaire? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien comprendre. J'aimerais bien comprendre comment l'État français, la Banque de France, a le droit d'acheter des effets émis par la Sécu. En un mot, Christian Parizeau, la dette, c'est un stock. Le PIB, c'est un flux. Oui. Comparer une dette et un flux, c'est une erreur intellectuelle. Vous devez comparer la dette, soit le service de la dette au flux, soit la dette au stock de richesse. Mais vous ne pouvez pas comparer une dette et un flux, ça ne veut rien dire. Et de toute façon, vous avez le droit, écrit Philippe, d'avoir un avis sur tout, mais pourquoi un ministre, en l'occurrence Arnaud Montebourg, élu de la République, alors on n'est pas élu ministre, il est élu, mais il n'est pas élu ministre, devrait ne pas avoir d'avis? Supprimons donc le gouvernement, laissons le marché gérer comme il le fait si bien, en recréant perpétuellement des bulles que nous finissons toujours par payer. Qu'est-ce qu'on répond à cet auditeur? On répond ça, c'est une réponse. C'est une réponse. Il a le droit d'avoir un avis, le ministre. D'abord, l'auditeur a le droit d'avoir un avis, bien entendu. Le ministre a le droit d'avoir un avis, mais encore une fois, il y a un certain nombre de domaines où l'État
parce qu'il a le monopole de la violence, a le droit d'exercer son pouvoir, et il le fait, on l'espère bien, dans le domaine de la justice, par exemple. J'ai pas l'impression que les Français soient très satisfaits de leur justice. Ou dans le domaine de la police, j'ai pas l'impression qu'ils soient particulièrement contents de l'ordre républicain qui règne. Ou dans le domaine de la diplomatie, j'ai pas l'impression que le prestige de la France soit un plus haut en ce moment. Bref, qu'est-ce qu'il a à foutre avec les télécommunications, l'État ? Pourquoi l'État devrait-il se préoccuper de faire, encore une fois, des machines à laver, des téléphones? Quel est le seul pays au monde où le président de la République nomme 400 directeurs présidents de sociétés, comme Orange? Ça n'existe dans aucun autre pays démocratique. 400, mais enfin bon, après il y a tous les opérateurs d'État. C'est pas qu'il n'y a pas qu'Orange, il nomme tous les présidents d'un nombre de sociétés du secteur. Alors, le problème, c'est qu'il a un avis, Arnaud Montebourg. Mais quand on fait entrer la Caisse des dépôts pour balancer 300 millions pour être sûr qu'au Bouygues emporte SFR, c'est au-delà de l'avis. Là, c'est de l'interventionnisme. Le ministre serait-il compétent? Il y a des domaines où l'État n'a rien à faire. Ça, c'est un autre débat. C'est un débat. Il y a des domaines où on sait très bien qu'il y a tout un tas de pays qui n'ont pas de ministre des télécoms, et ça marche pas plus mal. Il y a une autorité de régulation, mais il n'y a pas de ministre qui s'occupe de ça. Je veux dire, cette espèce de façon de penser que l'économie ne peut pas marcher sans l'État est une idée farfelue. Bon, on a répondu. Oui, alors, Charles Gave, notre nouveau Premier ministre. Écoutez, d'abord, réaction. J'ai bien aimé les parties émotionnelles de son discours. À la fin. Là. À la fin. Et d'ailleurs, il a même la voix émue et il ne le fabrique pas. Et il ne le fabrique pas. Je pense pas. Voilà, ça ne se fabrique pas. C'est un merveilleux acteur. C'est la première fois que j'entends un homme de gauche depuis très très longtemps dire qu'il aime son pays. C'est quelque chose que je n'avais pas entendu. Et pour moi, c'est extraordinairement important. Donc émotionnellement, je crois qu'on doit toujours pouvoir discuter avec un gars qui aime son pays. Puisque je crois que c'est la caractéristique de beaucoup de Français d'aimer leur pays. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Ça me semble extrêmement important. Le deuxième point, c'est que son discours, ça m'a fait penser un peu à ces inventaires de Prévert. Vous savez, vous avez 5 milliards par-ci, 1 milliard par-là. J'ai rien compris. Pour être parfaitement honnête, je suis pas plus idiot qu'un autre, j'ai rien compris. Ça n'avait strictement aucun intérêt. Ça ne s'attaque pas au problème, puisque le problème, c'est l'hypertrophie de l'État en France qui fait 57% du PIB. Il nous a détaillé les dépenses et pas les économies, ça on est d'accord. Non seulement ça, mais il n'a même pas attaqué le problème. Pour que vous soyez un politique de bonne qualité, il faut que vous ayez une vision. Quelles sont les deux visions que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir une vision, la croissance vient de l'État, en quelque sorte l'État est la solution, ou vous pouvez avoir la vision, le problème aujourd'hui c'est que nous avons trop d'État et qu'il faut réformer l'État. Il me semble que tout le monde dans le monde entier nous dit que le problème de la France, c'est le deuxième. Il faut réformer notre État. Donc il aurait dû nous faire un discours de programme en disant ce genre de dépenses ne vont plus être du domaine de l'État. C'est un peu ce qu'il a fait avec les administrations locales. C'est pas anodin, l'annonce de la réforme territoriale datée. Pas loin, alors elle est datée à 2021, mais elle est datée. Bon. Donc il a fait un petit effort dans ce sens, mais la réalité c'est qu'il faut changer littéralement un peu ce qu'avait fait Schröder en Allemagne. Schröder en Allemagne, il avait dit les enfants ça marche plus, et il a pas menti, il a fait des réformes de fond, moyennant quoi il a été battu. Mais à mon avis, un homme d'État qui fait des réformes qui sont nécessaires et qui est battu à l'arrivée, sa stature grandit au fur et à mesure que le temps recule. Et je crains que les hommes d'État que nous avons en France aujourd'hui, au fur et à mesure que le temps recule, leur stature diminue. Et j'espère que Valls va être celui dont la stature va grandir. Le problème, c'est que faire des grandes réformes, c'est très bien, mais quand tout le monde est en train de s'ajuster au même moment et que la croissance est plutôt fléchissante, c'est plus difficile que lorsque vous le faites tout seul dans votre coin et que le reste du monde vous porte. Et c'est vrai que quand on regarde Canada, Suède, Nouvelle-Zélande, ils ont quand même fait des réformes de fond à des moments où la conjoncture internationale le permettait. En ce moment, c'est quand même pas le Pérou. 92-94, je peux vous en parler en connaissance de cause, il y avait une croissance très médiocre, tout le monde vous expliquait, personne n'a vu arriver la bulle Internet, personne n'a vu arriver la croissance de 94 à 2000, j'ai été à des grandes réunions d'investissement en 94 aux États-Unis, et tout le monde était noir comme de l'encre. Donc ne me dites pas que les réformes de Suède, ça a été après coup, on s'est rendu compte, et on a peut-être eu de la croissance, parce qu'il y a des gens qui ont fait des réformes, et c'est peut-être pas le contraire, on n'a peut-être pas eu l'idée, c'est peut-être si on fait des réformes, on a de la croissance, et non pas, il faut attendre d'avoir de la croissance pour avoir des réformes, parce qu'à ce moment-là, on attendra toujours. Hein. Vous savez ce que disait Mark Twain, qui avait une merveilleuse phrase, rapidement, parce que je veux qu'on dise un mot de la BCE. Je ne suis pas contre le progrès, je suis contre le changement.
Je crois que c'est le drame de la France, c'est qu'on n'est pas contre le progrès intellectuel. Par exemple, tous les Français, tous les hommes politiques français sont pour la technologie, mais ils n'aiment pas Google, mais ils n'aiment pas Amazon, mais ils n'aiment pas YouTube, mais ils aiment l'idée de la technologie, mais ils n'aiment pas la technologie qui existe. C'est curieux quand même. Un petit point de détail, le libéralisme, ça n'est pas une doctrine économique, c'est une doctrine juridique. C'est comment organiser la société pour que les gros ne martyrisent pas les petits, ne les mettent pas en esclavage, les petits se débrouillent pour ne pas massacrer les gros, parce que c'est au travers des émeutes, et le troisième, pour éviter que l'État emmerde tout le monde. On a trouvé à la fin du XVIIIe quelque chose qui s'appelait les Lumières, qui permettait aux gens de fonctionner entre eux et de ne pas s'entretuer. Le libéralisme, c'est, en économie et en droit, c'est les Lumières, ça n'est rien d'autre. Donc quelqu'un qui est contre le libéralisme est contre les Lumières. Ce que j'ai voulu dire, la Suède aujourd'hui est à moins 0,6. Elle n'est pas dans l'euro. Hein ? Il ne faut pas quand même se tromper. Ce phénomène déflationniste est un phénomène mondial. S'imaginer qu'il n'existe qu'en France, les prix de gros sont en baisse aux États-Unis, sont en baisse en Allemagne, sont en baisse en Chine. Donc vous avez un phénomène déflationniste mondial. À quoi ça sert d'en parler? La BCE n'y peut rien. Il faut éviter que qui marche pas. On va s'arrêter là. Marche pas. On est en train de... La politique fait de la com, la Banque centrale fait de la com, et les économies ne marchent pas. Il faudrait peut-être commencer à faire des trucs qui marchent plutôt que de la com. Il faudrait que ce soit le chien qui remue la queue et pas la queue qui remue le chien, quoi. Voilà, par exemple.